Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci déjà aux personnes qui sont présentes. D'ores et déjà, je préfère vous prévenir que comme on est sur un événement un peu particulier, il n'y aura pas d'alerte. Donc remerciera au fur et à mesure les personnes qui suivront la chaîne, toutes les interactions que vous pourrez avoir. On vous remerciera textuellement. On essaiera de faire des petits points de temps en temps pour vous remercier, mais voilà, désolé par avance, on préfère pour la qualité du live couper toute interaction. Voilà, c'était le petit mot technique, mais en tout cas, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. On est à la Cité des Sciences pour un live d'une journée complète sur la communication des institutions culturelles, comment ça se passe aujourd'hui, post-Covid, comment on communique. Et ben pour cela, donc, vous allez voir 4 sujets. Je vous invite à taper les commandes sujet 1, sujet 2, sujet 3, sujet 4. Et on va pas tarder à commencer. Je voulais juste donner la parole rapidement à Gabi, qui est médiateur ici, qui va vous présenter le carrefour numérique et toutes les possibilités que cela vous propose à vous, public, quand vous passez dans le coin à la Cité des Sciences. Gabi. Ouais. Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et bienvenue du coup à Sandrine, Sabine. Oh, c'est une autre personne que je connais peut-être. Alors, peu importe. Le Carrefour numérique, c'est un lieu de culture numérique, justement. Et c'est intéressant que tu mentionnes cette histoire de Covid. Évidemment, les lieux de culture ont un avant et un après. Et l'idée de se renouveler, il y en a pas mal qui sont renouvelés par Twitch. Il y a des gens qui, du coup, se sont trouvés une vocation du coup, en ligne. Et nous, on a essayé de renouer un petit peu avec notre public en proposant des choses un peu nouvelles. Aujourd'hui, on est en transformation. Et aujourd'hui, on va essayer de proposer qu'est-ce qu'on peut faire dans le numérique de plus que ce qu'on fait chez nous. Donc, ce serait vraiment réinciter sur le IRL. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vraie vie? Pourquoi est-ce que les gens sortent de chez eux? Ils viennent se rencontrer ici pour faire des ateliers, pour apprendre à faire de l'initiation, pas tout seul devant un tuto, mais en groupe avec des gens qui galèrent ou qui réussissent avec nous. Et aussi pour rencontrer des personnes et faire des temps de rencontres professionnelles ou amateurs autour des cultures numériques. Voilà, merci Sabine. Et j'espère que ça va être une journée bien riche parce que le programme a l'air assez dense quand même. Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'était de parler un petit peu de tout ça globalement. Ce que je voulais également vous dire, c'est qu'on va aujourd'hui avoir la chance d'être ici grâce à la Cité des Sciences, mais je voulais notamment remercier Laurent Ricard et Fabien Boyer qui ont permis tout ça aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à eux. Et aujourd'hui, donc, cette journée d'études, elle est organisée par les étudiants de la L3 Infocom de l'Institut catholique de Paris. Et on va commencer tout de suite avec le premier sujet qui est la digitalisation dans le secteur culturel. Comment ça se passe? Un état des lieux. Et pour ça, je vais donner la parole tout de suite aux animatrices de cette première partie qui est Nadine et Linda. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur notre live. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce beau projet sur lequel nous travaillons depuis des mois, qui j'espère vous plaira. Comme vous le savez, c'est le sujet 1, notre terme porte sur la digitalisation des pratiques culturelles, que nous pouvons définir comme une transformation de nos pratiques culturelles classiques vers le numérique. Alors restez connectés, on vous a prévu plein de surprises. Donc on va accueillir plein de personnalités durant ce live qui sont spécialisées dans le domaine et ces personnalités nous ont fait l'honneur de venir pour répondre à certaines de vos questions et de nos questions. Du coup, on va tout vous partager. On va commencer par vous partager quelques petites recherches qu'on a fait sur le sujet pour introduire, et c'est pour ça que je vais accueillir Léopoldine qui va nous partager sa recherche documentaire. Donc en direct de la Cité des Sciences de Paris, et nous sommes enchantés de vous présenter un dialogue sur la question de la digitalisation des institutions culturelles. En effet, nous assistons à une révolution numérique sans précédent qui transcende les frontières physiques des musées, des bibliothèques et des théâtres pour redéfinir la manière dont nous interagissons avec notre héritage culturel. Des trésors cachés aux chefs-d'œuvre iconiques, la digitalisation s'impose comme le trait d'union entre le passé et l'avenir, élargissant la portée de la culture et créant des expériences nouvelles qui transforment notre rapport à celle-ci. Des musées qui offrent des visites virtuelles immersives, aux bibliothèques qui numérisent des collections entières, nous sommes témoins d'une transformation qui va bien au-delà de la simple adaptation aux outils numériques.
Les frontières entre le réel et le virtuel s'estompent, créant un espace culturel de plus en plus difficile à définir précisément. Notre état des lieux sur cette révolution numérique pose donc une interrogation essentielle. Comment parvenir à concilier l'essor fulgurant de l'innovation technologique avec la délicate mission de préserver et transmettre notre précieux patrimoine culturel ? Cette question résonne au cœur de notre état des lieux, soulevant des défis complexes quant à l'authenticité, à la pérennité et à l'accessibilité de notre culture à l'ère numérique. Pour traiter ce sujet, nous nous sommes donc plongés dans une recherche documentaire minutieuse et nous avons pu confronter nos recherches à la réalité avec un micro-trottoir et un sondage que nous vous présenterons durant le live. De plus, des intervenants de qualité viendront apporter de leur réflexion à ce vaste sujet durant ce live. Tout d'abord, nous vous présenterons un état de la situation actuelle se basant sur les recherches que nous avons pu faire afin de bien introduire et définir le sujet et ses enjeux. Ensuite, nous irons à la rencontre du public avec un micro-trottoir, recueillant ainsi diverses impressions et perspectives sur la digitalisation culturelle. Après cela, nous aurons le privilège d'entendre l'expertise de Marie-Laure Cazin, qui est chercheuse, professeure d'enseignement artistique et réalisatrice de films neuro-interactifs. Elle partagera ses réflexions sur la manière dont la digitalisation influence notre rapport à l'art et à la culture. Nous aurons ensuite une interview avec Yann Ramirez de Phare Contemporain, une personnalité influente du domaine culturel pour mettre en lumière les défis et les opportunités de la digitalisation en tant que créatrice de contenu. Puis, nous ferons place à Amélie Benchalal, chargée de communication digitale au musée d'architecture et d'art contemporain, le FRAC, au centre Val-de-Loire, pour une interview où elle partagera son expérience sur la mise en œuvre de la digitalisation au sein d'une institution culturelle. Tout au long du live, vous découvrirez également plusieurs focus réalisés par notre équipe sur les transformations de certaines institutions et notamment sur l'Opéra Garnier et le Louvre. Les 15 dernières minutes seront préservées à vos questions, alors préparez-vous à participer et à nous poser vos questions. Merci de votre attention et bon live à tous. Merci Léopoldine. À présent, nous sommes partis à la rencontre de plusieurs individus qui nous ont donné leur avis sur la question. Nous allons vous diffuser le premier micro-trottoir que nous avons concocté. Bon visionnage. Finalement, on va rebondir sur la présentation, sur les recherches documentaires. Du coup, Léopoldine va revenir sur le plateau pour ajouter quelques petites informations pour animer le live. Merci Léopoldine. Dans une synthèse intitulée « Quelle politique pour les industries culturelles à l'ère numérique ?», des professeurs de HEC mettent en lumière les transformations majeures engendrées par la numérisation et l'avènement d'Internet dans le domaine culturel. La numérisation et l'avènement d'Internet dans le domaine culturel, la numérisation a permis la conversion de tout contenu culturel en données numériques universelles, tandis qu'Internet a facilité une diffusion mondiale, rapide et économique de ces contenus. Cela a conduit à la globalisation et à la détérioralisation des industries culturelles, modifiant considérablement les politiques culturelles qui étaient traditionnellement ancrées dans les frontières nationales. L'émergence des géants numériques tels que les GAFAM a été identifiée
comme une conséquence significative de ces évolutions, avec des plateformes mondiales de diffusion de contenus culturels qui possèdent un pouvoir de marché considérable, souvent en contradiction avec les objectifs de création culturelle de qualité. Au niveau de la consommation culturelle, la numérisation a entraîné une offre plus vaste, offrant aux consommateurs davantage de choix, mais elle a également soulevé des questions sur la légitimité artistique, remettant en cause les instances traditionnelles de légitimation, comme les académies et les critiques. D'après nos données, les normes esthétiques sont passées d'un processus top-down à un processus bottom-up. Les changements induits par la numérisation ont également redéfini le rôle de l'État dans le financement culturel, perdant sa position centrale au profit des collectivités territoriales. La création du Pass Culture, une allocation de 300 € disponible pour les adolescents de 18 ans par l'État, a été présentée comme un exemple de cette transition vers un financement public axé sur la demande. Le lancement du Pass Culture est emblématique d'un renversement d'un paradigme du financement public orienté vers la demande et non plus vers l'offre. On assiste également à la crise du théâtre à l'ère numérique, soulignant la dispersion des lieux théâtraux traditionnels et la redéfinition du concept de lieu dans un contexte virtuel. L'utilisation de la visioconférence pour les représentations théâtrales est explorée comme une réponse innovante à cette crise, soulevant des questions sur la nature du lien entre acteurs et spectateurs dans cet environnement interactif. Enfin, la mémoire sur la communication muséale sur Instagram pendant la pandémie du Covid-19 met en évidence les changements dont la manière des musées utilisent les médias sociaux pour maintenir le lien avec le public pendant les périodes de restriction. On explore la crise du théâtre moderne et de l'individu, exacerbée par la pandémie et la solitude qu'elle a engendrée. Le numérique, en délocalisant le théâtre et en définissant le concept de lieu, pourrait offrir une solution. On propose de privilégier le lien sur le lieu et l'échange sur la représentation en s'inspirant des jeux vidéo qui offrent un espace interactif où le joueur coécrit l'histoire. On envisage également des représentations théâtrales en visioconférence où le spectateur serait parmi les acteurs dans un espace virtuel. On souligne le défi de jouer le direct théâtral à travers l'écran, un médium indirect, et suggère que cette nouvelle forme de théâtre pourrait rendre le théâtre à nouveau populaire. Isabelle Sarquier, en 2022, a affirmé « Le joueur, à la fois maître de son destin et prédéterminé, retrouve ainsi la posture du héros grec, homme et dieu qui affirme un destin déjà inscrit par d'autres. » La pièce Hamlet est un premier exemple de digitalisation dans la structure théâtrale. Le théâtre est une installation participative internationale qui prolonge Hamlet, machine de Einar Müller, depuis 2003. Plus d'une quinzaine d'éditions ont eu lieu dans le monde depuis 2003. France, Allemagne, Inde, Taïwan, Corée, Québec, Suède, Cambodge, Roumanie. Elle a réuni plus de 5000 visiteurs. Les spectateurs sont les seuls acteurs. Dans cette pièce, l'équipe artistique et technique a tenté de mettre en œuvre un communisme théâtral en invitant les spectateurs à interagir avec Hamlet, machine de différentes manières, y compris en écrivant dans le texte projeté, en produisant du son et en filmant. Néanmoins, la digitalisation de l'espace théâtral peut s'avérer problématique. Le lieu devient un concept obsolète puisqu'il s'agit de faire avec et non dans l'espace, souligne Mathis Scott. On questionne également l'avenir du stand-up à l'ère du numérique. L'enjeu est de comprendre l'évolution de la culture et du divertissement à l'ère numérique, en particulier dans le domaine de l'humour. On souligne comment les humoristes ont investi la plateforme de streaming permettant aux spectateurs de profiter de leur spectacle à domicile. Cependant, cela pourrait-il entraîner la fin des spectacles en direct ? Malgré cela, on souligne les aspects positifs de ce changement, comme l'explique l'humoriste Panayotis Pasko. La réalisation et le stand-up ne sont pas si différents, car tous deux cherchent à traduire ce qui est drôle sur scène. Les plateformes de streaming permettent aux humoristes d'atteindre un public plus large et de montrer que l'humour ne se limite pas à la scène. De plus, les réseaux sociaux ont eu un impact positif sur la carrière de nombreux humoristes comme Paul Mirabel et Thomas Angelvy, qui ont utilisé TikTok pour promouvoir leur spectacle. Les humoristes savent utiliser les plateformes de streaming et les réseaux sociaux à leur avantage. Et il n'y a donc pas de crainte pour l'avenir du stand-up.
Le marketing participatif prend beaucoup de place. Comme nous l'avons déjà mentionné, il apparaît que le consommateur du musée soit devenu central dans la stratégie communicationnelle des musées. Selon Tom Travel, les musées ont adopté diverses technologies numériques pour améliorer l'expérience des visiteurs et rendre l'art et la culture plus accessibles. Par exemple, les applications mobiles. Les applications mobiles sont devenues un outil courant dans les musées. Elles peuvent fournir des informations détaillées sur les expositions, des cartes interactives et des jeux éducatifs. Ou encore les audioguides qui ont évolué pour offrir des expériences plus immersives. Ils peuvent inclure des commentaires d'experts, des interviews, de la musique et des effets sonores pour enrichir l'expérience des visites. Concernant la crise sanitaire, en Europe, 52% des musées interrogés ont déployé leur activité sur les médias sociaux pendant la pandémie. En septembre 2021, 28% des Français déclarent avoir multiplié les occasions de sorties culturelles pendant l'été pour rattraper des occasions perdues. En 2020, selon l'UNESCO, les recettes des musées ont chuté jusqu'à 80% par rapport à l'année 2019. Depuis le début de la crise du Covid-19 en mars 2019, les musées ont eu du mal à retrouver leur taux de fréquentation d'avant la pandémie. Cependant, ils ont réussi à se réinventer et à s'adapter à la nouvelle réalité. Par exemple, le Louvre a vu une augmentation significative de ses abonnés sur les réseaux sociaux et a renforcé son offre numérique. Bien que le nombre de visiteurs du Louvre en 2022, qui était à 7,8 millions, n'ait pas atteint le chiffre record de 2019, qui était à 9,6 millions, la vente de billets a augmenté de 170% entre 2021 et 2022. De plus, le Louvre a créé une nouvelle rubrique dans son rapport d'activité 2022 intitulée « Renforcement de l'offre numérique », qui souligne l'importance accrue de la digitalisation dans les institutions culturelles depuis la pandémie. En somme, bien que la fréquentation des musées ait baissé pendant la pandémie, ils semblent trouver peu à peu leur fréquentation d'avant, tout en se réinventant pour l'ère numérique. Malgré la crise du Covid-19, le musée de l'Armée réussit à rebondir en tirant parti des technologies numériques. En 2020, il a lancé le hashtag MA chez vous, qui a considérablement augmenté l'engagement sur les réseaux sociaux. Le contenu pédagogique a connu une augmentation significative de vues. Le musée a également créé un compte TikTok qui a rapidement gagné 10 000 abonnés. Le musée a également une plateforme web Arttips qui vise à communiquer sur le musée à tout type de public, notamment aux enfants. Ils ont une base de données de gestion d'archives A2M. En somme, le musée de l'Armée a su utiliser les technologies numériques pour surmonter la crise du Covid-19 et atteindre un public plus large. Le contenu sur les réseaux sociaux post-Covid 2019 des musées a augmenté de 47%. Et en Europe, le contenu sur les réseaux sociaux post-confinement a augmenté de 52%. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je laisse la place à Nadine et Linda. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. Il y a quelqu'un qui s'occupe de les recueillir. Et on vous répondra bien sûr à la fin du live. Du coup, on va rebondir et on va écouter l'une de nos intervenantes, Marie-Laure Cazin. Donc, c'est la première qui nous a donné de son temps. Elle est chercheuse, professeure d'enseignement artistique et réalisatrice de films neuro-interactifs. Elle nous a fait l'honneur de répondre à certaines de nos questions. On va vous diffuser la vidéo dans un petit instant. D'avoir accepté l'interview. Donc vous êtes chercheuse et réalisatrice de films interactifs et de projets art-sciences. Vous êtes aussi et vous êtes professeure. Vous enseignez actuellement l'enseignement artistique à l'École supérieure d'art et de design du Mans et également à Paris, à la Sorbonne. Vous êtes docteur en arts et sciences de l'art et vous avez écrit une thèse sur le cinéma et les neurosciences. Donc, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la digitalisation des structures culturelles, il n'y a aucun plus problème, particulièrement tapoter. Les aléas du direct.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la digitalisation des pratiques culturelles? Pouvez nous donner votre avis sur le chat le temps que l'interview arrive. Donnez-nous votre opinion sur le sujet, ça nous intéresse. Vraiment. Après, on aura différents focus durant le live. On aura un focus sur l'Opéra Garnier et sur la projection de JR. Et on aura aussi un focus sur les dispositifs numériques au Louvre. Elle vous en a parlé un tout petit peu, Léopoldine, précédemment. Sur les recherches documentaires, on va également parler du théâtre en visio. Donc voilà, c'est parti. Bon visionnage. L'interview. Donc vous êtes chercheuse et réalisatrice de films interactifs et de projets art sciences. Vous êtes aussi cinéaste et vous êtes professeure. Vous enseignez actuellement l'enseignement artistique à l'École supérieure d'art et de design du Mans et également à Paris 1 à la Sorbonne. Vous êtes docteur en arts et sciences de l'art et vous avez écrit une thèse sur le cinéma et les neurosciences. Donc, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la digitalisation des structures culturelles, plus particulièrement donc au niveau du cinéma, à la lumière de vos connaissances sur le sujet. Donc, tout d'abord, vous dites réaliser des projets art-sciences. C'est une expression qui peut être un peu étonnante parce qu'il y a une espèce de séparation ancrée dans notre société entre l'art et la science. Donc, dans quelle mesure est-ce que, selon vous, l'art et la science sont compatibles ? Alors, ça fait une vingtaine d'années que je fais des projets art-sciences. J'ai commencé au Frénois il y a 20 ans avec un projet en collaboration avec un chercheur de l'Université de La Rochelle. Et c'est intéressant d'évoquer un petit peu le Frénois qui est un centre d'art et une école à Tourcoing et qui s'est orienté aussi depuis un peu moins longtemps que 20 ans, mais qui s'est bien orienté sur les projets art-sciences, sur la question art-sciences. Donc, l'art a toujours été influencé par la technologie, les évolutions scientifiques, ça a toujours fait partie, ça a toujours eu un écho dans le monde de la littérature, de l'art, au fil des siècles. Après, on s'en empare directement pour inclure un outil scientifique ou un travail de recherche scientifique dans une œuvre d'art, c'est quelque chose d'un peu plus spécifique. Voilà, pour moi, c'est l'idée d'une contrainte en fait qui est intéressante. Dans mes projets, donc, je me sers des émotions des émotions du spectateur pour modifier un film, modifier le scénario d'un film dans un contexte de cinéma interactif. Et donc capter ces émotions, capter l'intériorité du spectateur, c'était quelque chose qui était possible dans un contexte de recherche scientifique où actuellement, avec des capteurs EEG, avec les l'IRM, avec d'autres types de capteurs de la sudation, du rythme cardiaque, etc., ou la pupillométrie, on essaye d'avoir une idée des émotions du spectateur. Donc il y a des données à la fois physiologiques avec un travail scientifique autour de ces données, et puis, d'un côté, et puis moi en tant qu'artiste qui essaye d'avoir quelque chose du corps, quelque chose du spectateur qui puisse se traduire dans l'œuvre et la modifier en temps réel. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on va utiliser un outil comme ça, aller voir des chercheurs, on est tout de suite, on est obligé de s'interroger sur la question du corps, sur ce que le corps peut déceler par l'émanation d'ondes, par la transpiration, etc., des émotions.
donc, on est déjà en train de se dire, attends, là, il y a une question philosophique qui est en jeu depuis Descartes, la séparation du corps et de l'esprit. Là, on n'est plus là-dedans. Il y a quelque chose du corps qui traduit les émotions. Et donc, de là, une recherche, en fait, qui a été pour moi parallèle à mon travail artistique, dans le cadre de ma thèse, qui est de s'interroger sur ces questions de qu'est-ce que le corps fait dans le cadre des émotions. D'accord. Et donc pour vous, comment est-ce que tout ça, ça redéfinit la place un peu du spectateur de cinéma? Alors, mon fantasme, c'est en fait, c'est de comprendre l'intériorité du spectateur, parce que pour moi, il n'y a pas un film, il y a autant de films que de spectateurs. Par la sensibilité qu'on a, parce que ça évoque dans la mémoire, etc. Chaque film est transformé pendant qu'on est en train de le regarder. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, de percevoir ça. Et pour moi, c'est extrêmement mystérieux et passionnant. Donc, et que quelque chose donc, de ce qui se passe à l'intérieur du spectateur soit en train de modifier l'œuvre que je propose, et qu'il y ait cette rencontre, en fait, qui se passe dans le film entre l'auteur du film et le spectateur, et que le résultat soit un film qui soit changeant. Voilà, ça c'était pour moi quelque chose d'assez... c'était le but de mon travail, c'était le but de mon travail. Le spectateur, il n'est jamais passif. Ouais. En réalité, le spectateur n'est jamais passif. Et c'est un peu de rendre compte de cette activité intérieure du spectateur. Ça peut changer, c'est que le spectateur en devient conscient, peut-être plus conscient lui-même. Cette nouvelle technique, ça redéfinit aussi le lieu de la salle de cinéma. Donc dans quel contexte est-ce que ces films neuro-interactifs, quel lieu est-ce qu'ils ont? Ou alors est-ce que justement la magie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un lieu défini et d'une structure culturelle classique comme on les connaît? Alors, donc, pour resserrer un peu, il n'y a pas des films neuro-interactifs. Enfin, j'en ai réalisé qu'un seul, qui s'appelle Paradis, et j'en ai réalisé un deuxième, mais qui est en VR 360, donc c'est un autre dispositif. Okay. Ce que ça en fait, pour moi, c'est vraiment, ça s'aligne vraiment dans la salle de cinéma. Pour moi, c'est vraiment le lieu dédié, d'une part par les dispositifs sonores et les dispositifs audiovisuels, qui est optimal avec ces grands écrans, avec les dispositifs sonores. Ça a été mixé, c'est un vrai film que je montre, donc mixé en 5.1, dans toutes les règles de l'art cinématographique. Après, le dispositif, ce qui se passe dans la salle, effectivement, a quelque chose de particulier. On a travaillé aussi sur une installation sonore avec le compositeur Andrea Cera, et il s'avère que on dispose les interacteurs, ceux qui interagissent donc par leurs ondes cérébrales sur le film, et ils ont une enceinte qui leur est dédiée, et ils forment une sorte de chœur, on va dire, musical, qui à certains moments interagit directement avec leurs ondes cérébrales, leurs émotions. Leurs émotions provoquent à chacun des sons différents, et ils forment une sorte de chœur. Et cette musique improvisée des spectateurs s'englobe dans le reste du film. Voilà. De façon plus générale, est-ce que le lieu même de la salle de cinéma pour vous, on le voit avec la montée des plateformes numériques par exemple, Netflix, tout ça, est-ce que pour vous c'est essentiel d'avoir ce lieu de la salle de cinéma pour vivre cet art au mieux? De toute façon, pour faire ça, oui, c'est évident que c'est un moment partagé et que ça ne peut être que ça, avec plusieurs interacteurs qui en fait, c'est l'addition des données cérébrales de chacun qui va donner une ou autre bifurcation dans le film. Donc forcément, c'est quelque chose qui se vit ensemble. Pour moi, ça se relie à la salle de théâtre, en fait.
parce que ce qui se passe dans une salle de théâtre, il y a une sorte d'atmosphère émotionnelle et les acteurs vont être, à laquelle les acteurs vont être sensibles et qui va faire varier aussi leur façon de jouer. Donc, c'est cette chose un petit peu imperceptible qui m'intéresse et qui peut être reproduite là. C'est-à-dire que le film, il est émotif dans le sens où il est comme un acteur et il va réagir à ce qui se passe dans la salle. D'ailleurs, il y a des papiers scientifiques sur le contexte de la salle, comme quoi il y a une sorte de porosité entre les différents spectateurs et que finalement, on va être entraîné dans une sorte de tendance émotionnelle globale. Voilà. Moi, j'ai un souvenir, c'était il y a très longtemps, j'avais vu un film de David Lynch quand j'étais lycéenne. On était donc plein de jeunes lycéens et en regardant le film, on a commencé à avoir un fou rire global. Et il n'y a rien eu à faire pendant toute la séance, tout le monde était en train de rire. Et après, quand je parlais de ce film-là, personne ne comprenait qu'on puisse rire pendant le film, mais effectivement, il y avait quelque chose dans l'air qui faisait que tout était pris de façon tout d'un coup très comique. Et c'est vrai que ça change complètement. Il peut se passer des choses comme ça qui sont assez subtiles et qui font que tout d'un coup la perception est changée. Ça parle aussi de notre perception et du contexte de la perception. Il y a un peu ce désir de vouloir remettre le spectateur au cœur de l'œuvre. Est-ce que ça dit pas quelque chose de notre société actuelle? Par exemple, il y a un épisode de la série Black Mirror sur Netflix qui est un peu enfin, un peu éloigné, mais dans le même esprit où le spectateur, il est à la place du personnage et il fait ces choix-là. Il prend part en fait dans l'œuvre. Est-ce que ce serait pas une tendance qui a un futur, une place prépondérante dans le futur? Et est-ce que vous pensez que le cinéma n'a un avenir que s'il se met dans les technologies? C'est très difficile pour moi de répondre à ces questions. Je pense qu'effectivement, le cinéma, s'il fait événement, comme c'est le cas, par exemple, dans une séance de cinéma interactif, ça peut être aussi, enfin, j'avais fait des ciné-concerts interactifs, mais il y a beaucoup de choses qui existent dans ce créneau-là. Et effectivement, ça renforce l'intérêt d'aller dans une salle de cinéma parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on est néophyte, on ne se rend pas compte à quel point l'impact sur la perception d'un film est important quand on est dans une salle de cinéma, que ce soit le mixage son, que ce soit la taille de l'image. Tout ça a une incidence importante sur le spectateur, mais on n'en est pas vraiment conscient. Voilà, et on s'est dit, bah oui, je vais voir le même film voilà, en streaming chez moi, mais non, c'est pas le même film qu'on voit du tout. Donc, c'est un peu comme un vignettage, effectivement, de ce film avec quelque chose au niveau sonore qui est très aléatoire, puisqu'on va avoir souvent de la stéréo, alors que, effectivement, le son d'un film, il est vraiment pensé dans sa spécialisation. Donc, voilà. Mais on s'en rend pas compte, on s'en rend pas bien compte. Et c'est vrai qu'il y a une tendance lourde, en fait, surtout avec le Covid, de quitter les salles de cinéma. Je ne sais pas comment elles vont survivre, si effectivement c'est des dispositifs interactifs qui peuvent ramener les spectateurs dans les salles. Ce que je sais par rapport à l'histoire du cinéma interactif, depuis les années 60, il y avait eu un grand succès avec le Kino à automate, qui était au Canada, un film tchèque d'ailleurs. C'est toujours, en fait, c'est toujours un petit peu, ça peut être réussi, mais c'est souvent raté. L'intérêt, dire que le spectateur va faire en partie le film, il y a quelque chose d'un peu, c'est toujours un peu faux, c'est toujours un peu factice. Et je pense pas que ce soit ça qui fait la réussite d'un projet comme ça. C'est pas forcément d'interagir dans le film qui va forcer l'intérêt des spectateurs. C'est plutôt comment ça se passe. S'il y a un continuum, parce qu'il y a des questions assez pointues alors après sur
l'immersion, puisque à chaque fois qu'on est immergé dans une narration, dans un film, et qu'on doit interagir, on sort de l'immersion pour se mettre dans un état d'esprit complètement différent pour agir. Et c'est des choses assez contradictoires, en fait. Donc, il y a plusieurs façons d'éviter ce genre de choses. Effectivement, dans le cadre du Kino à automate, il y avait un continuum sur scène avec l'acteur qui était sur scène, qui parlait au public. Donc, finalement, ça devenait un spectacle en même temps qu'un film interactif. Le choix que j'ai fait, moi, c'est que ce soit une interaction involontaire. Comme ça, il n'y a pas ce côté... On se dissocie, on se stoppe. Alors, il y a ceux qui aiment être immergés dans un film, qui vont pas être contents quand il faut qu'ils regardent sur un bouton où est-ce qu'ils appuient, et puis ceux qui adorent interagir, et puis qui vont s'ennuyer pendant les parties un peu longues où il n'y a rien à faire. Donc, je trouve que le cinéma interactif, voilà, la complexité du cinéma interactif, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez des structures, on va dire, culturelles plus classiques, enfin, comme le théâtre ou l'opéra, qui ont un peu du mal à soit faire une communication sur les réseaux sociaux, soit utiliser des outils numériques? Est-ce que vous pensez que ils vont, entre guillemets, résister à cette vague de culture numérique? Ou est-ce que ils tendent à utiliser ces outils un peu pour survivre? Là, j'avoue que je suis pas spécialiste dans ce domaine. Je pense qu'on aura toujours besoin de lieux de création, de lieux. Je trouve que la question du lieu, elle est très importante, en fait. Donc, quand on est dans ces flux numériques, on est là, mais on n'est pas là, on s'interrompt, on s'en va, on regarde en voiture. Tout ça fait qu'il y a quelque chose qui s'évapore beaucoup du contenu, de la concentration. C'est vrai que ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que le film, la qualité du film, c'est la qualité de votre attention qui va faire que c'est un film important et qui va faire la qualité du film. Donc, la qualité de l'attention, elle est favorisée, bien sûr, dans un lieu comme un théâtre ou un cinéma. Après, j'espère qu'ils trouveront les bonnes stratégies pour être présents sur les réseaux et ramener le public vers eux. Moi, je ne crois pas que l'un va tuer l'autre, en fait. Je pense que c'est comme quand on disait, oui, la photo va tuer la peinture. Ben non, les arts numériques ne tuent pas la peinture. Au contraire, dans le marché de l'art, la peinture, le dessin a toute sa place. Donc, je pense que c'est des choses qui vont se perpétuer en parallèle. On n'y trouvera pas la même chose, on n'y cherchera pas la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de diktat de communication par les réseaux qui est assez impressionnant. Après, je pense qu'il y a des responsables de com qui compétentes qui peuvent gérer ça. Hein. Voilà. Super. Ah, merci beaucoup. Merci. Alors on espère que cette interview elle vous a plu et on aimerait du coup remercier Marie-Laure de Cazin et surtout Chloé de Martha qui a pris le temps d'interviewer Marie-Laure. Alors maintenant, place à nos intervenantes. Amélie Benchalal, chargée de communication digitale au Musée d'architecture et d'art contemporain Le Fraxant de Val-de-Loire, et Yannette Raminez, créatrice de contenu et community manager en freelance pour les événements culturels, qui seront interviewées par Chloé de Martha et Jeanne de Rieux-le-Maguerès. C'est parti, on vous laisse regarder. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Amélie Benchalal. Bonjour. Bonjour Yannette Ramirez. Amélie Benchalal, vous êtes chargée de communication digitale au Musée d'architecture et d'art contemporain Le Frac Centre-Val de Loire. Vous avez donc suivi des études en médiation culturelle et en communication digitale et marketing d'influence. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, notamment Twitch, sur lequel vous parlez de divers sujets tels que la culture, les jeux vidéo, le digital ou encore la communication, qui sont vraiment vos sujets de prédilection. Bonjour Yannette Ramirez, vous êtes social media manager pour des agences de communication et des galeries et vous êtes aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, notamment Twitch. Vous accompagnez et conseillez des acteurs de la culture
pour renforcer leur e-réputation en adéquation avec leurs valeurs. Amélie et Yannette, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue sur le live Monavision. Nous sommes ravis de vous avoir pour parler de la digitalisation des structures culturelles. Merci pour l'invitation. Merci également. Alors, question pour Amélie Benchalal. Au vu de votre expérience dans la communication des musées, quelles difficultés avez-vous rencontrées au niveau de la digitalisation au moment où ça arrive ? Une des premières difficultés que j'ai rencontrées, ça a été plutôt une difficulté pédagogique. Parce que comme vous l'avez expliqué par rapport à mon parcours, moi j'ai un parcours très marketing-communication, un peu culturel à la base parce que c'est mon domaine et mon objectif c'était vraiment d'évoluer dans ce secteur-là. Mais j'ai dû discuter, j'ai dû expliquer en fait ma vision à mes supérieurs, à la direction. Et c'est passé aussi par beaucoup de formations. En fait, moi, quand je suis arrivée, toute l'équipe communication a été formée à la communication digitale. Et je dirais que c'était un des plus gros enjeux en fait, auxquels j'ai été confrontée dans mon métier. Merci beaucoup. Une autre question ? Oui. Donc, Yannette Ramirez, vous travaillez actuellement auprès de collectionneurs dans des galeries d'art. Comment se manifeste concrètement le digital dans ces structures ? Auprès de collectionneurs, c'est une très bonne question. Je ne vois pas un lien très direct, mais je vais essayer de répondre à la question. En fait, je travaille auprès de collectionneurs lors des événements, donc que ce soit des ouvertures d'ateliers, auprès des foires. Donc pour moi, le côté digital, il vient un peu avant pour attirer ces personnes à venir. Donc c'est pas seulement de la pub, on réalise aussi des contenus plus approfondis sur des artistes ou sur des mouvements pour du coup informer les collectionneurs sur ces sujets-là et après leur donner, susciter l'envie de venir à nos événements, du coup, portes ouvertes, etc. Mais en tout cas, je pense que la consommation dans le monde digital des collectionneurs, mais en tout cas de stéréotypes ou de la vision de collectionneurs, elle est très différente au reste de la consommation sur les réseaux. Merci beaucoup. Question pour Amélie Benchalal, pardon. Ne pensez-vous pas que la présence des musées sur Internet mettrait en péril les visites des musées en présentiel ? Non, non, je pense pas. Et je pense que les deux vont ensemble en fait, parce que le métier de communicant, c'est de promouvoir et de donner envie de venir. Enfin, moi, c'est mon ambition première, en tout cas, en tant que chargée de communication digitale. Donc, mon but, c'est de faire venir les gens dans le lieu. Donc, non, pour moi, c'est totalement lié et je ne pense pas que c'est un frein. Au contraire, même créer des contenus de vulgarisation, de médiation, courts ou longs, ça peut aussi donner envie de venir, ça peut rassurer, ça peut aussi fidéliser. Donc, non, moi, je suis totalement convaincue par ça. Merci beaucoup. Maintenant, vous deux, vous créez du contenu sur Twitch. Donc, comment, concrètement, est-ce qu'on parle de culture sur Twitch ? Oui, alors il n'y a pas, mon avis très, très humble, parce que ça fait 1 an à peine que je suis sur Twitch, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Il y en a évidemment des façons qui sont plus répandues, plus connues par les grands mondes, en mode les gens qui ne sont pas sur Twitch tous les jours. Et je pense évidemment à des créateurs, des streamers ou des streameuses qui ne font pas que de la culture. Et eux, pour le coup, sont très connus et ont déjà eu accès à des lives dans des grosses institutions comme la Fondation Louis Vuitton, le Centre Pompidou ou autres. Je pense à Étoile, à Samuel Etienne. Mais je pense que c'est pas la seule façon de faire. Je pense que c'est l'une des formes que ça peut prendre. Je pense qu'il faut pas négliger le contenu qu'on fait tranquille dans notre chambre ou ailleurs, parce que c'est là que les gens se ouvrent le plus aux questions, à être curieux. Et sur Twitch, j'ai l'impression en tout cas qu'on est des communautés pour les petits streamers et streameuses plus petites, mais plus fidèles, plus engagées, et où un vrai débat, une vraie discussion peut prendre place. Mais ça peut prendre de formes très, très, très diverses. Merci beaucoup. Vous voulez répondre aussi ? Oui, je vais donner aussi mon avis. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. Mais moi, en tout cas, la façon dont je vois ma chaîne Twitch, j'étais un peu plus active avant, je suis un peu moins maintenant. Mais c'était vraiment de me faire plaisir. Donc, je ne réfléchis pas tellement à quel ton je vais prendre, comment j'organise mon live. Bon, je le séquence un peu quand même, mais l'idée, c'était vraiment de prendre du plaisir et d'être dans l'échange. Et je pense que Twitch, c'est avant tout de l'échange avec la communauté. Et moi, c'est ça aussi que j'étais venue chercher, en fait, interroger et voir
qui étaient intéressés par ces sujets aussi. Donc voilà, mais la question se pose peut-être plus quand on travaille pour des institutions ou qu'on a vraiment une ambition d'évoluer dans ce domaine. Moi, en tout cas, c'était pas mon cas. Et en tout cas, l'échange. En tout cas, mon ton et ce que je cherchais, c'était l'échange. Oui, en fait, quand je prépare un tweet, je suis avec des invités. Je prépare un minimum les questions parce qu'eux, ils tiennent la plupart du temps à savoir les questions à l'avance. Mais si vous regardez nos discussions, j'ai dit au moins 3 ou 4 fois, vraiment détendez-vous, prenez-vous un thé, que ça soit une ambiance plus détendue parce que ça détend aussi les gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Et c'est vrai que par contre, pour les institutions, quand on propose quelque chose, là récemment je proposais quelque chose aux Fresnois, et eux, ils voulaient avoir un cadre un plus précis, savoir qu'est-ce que j'allais demander, avec qui je voulais m'entretenir parmi les artistes. Donc pour les institutions, je pense que c'est rassurant d'avoir un cadre. Et comme tu dis, ça dépend aussi des formats, en fait. Il y a des formats un peu plus talk, enfin, on va vraiment échanger. Et il y a des formats interview que j'ai fait aussi, et c'est vrai que là, il faut être plus cadré. Merci beaucoup. Question pareille ouverte pour vous deux. Quels sont les réseaux sociaux les plus prisés par les institutions culturelles et pourquoi selon vous ? Je pense qu'on va tomber d'accord, non ? Instagram. C'est carrément Instagram. Enfin, Instagram, c'est le réseau social du visuel. Et c'est là où la culture peut le plus se développer et se développe le plus. Parce qu'il y a quand même un rapport esthétique à l'art, il n'y a pas que. Mais ça passe très souvent par ça. Et puis, ils ont beaucoup varié les types de formats. Maintenant, on voit des carousels, on voit des reels. Enfin, il y a beaucoup de formats différents, les stories aussi, qui permettent de faire beaucoup de choses. Donc, moi, je trouve que c'est là où ils sont le plus épanouis. Ça, et c'est rassurant aussi. C'est pas tout le monde qui a envie de se lancer sur Twitch ou sur TikTok. Donc, je pense qu'Instagram, ça reste une base solide pour être rassuré sur les réseaux. Merci beaucoup. Et au niveau de la digitalisation, quelle est la plus grosse difficulté, le plus gros projet auquel vous avez dû faire face dans vos métiers respectifs ? Je réfléchis. Hein. Si tu as une idée avant moi, Yannette. Dans un plan personnel, ou dans la création de contenu, ou vraiment dans mon métier à côté Ce que vous voulez au niveau de la digitalisation, quels étaient les freins Est-ce que c'est des nouveaux défis ? Est-ce que c'est d'autres postes, d'autres personnes ? Proposer TikTok à des structures culturelles, ça c'est compliqué parce que il y a beaucoup de choses qui sont pas encore ancrées dans l'esprit des gens, comme par exemple la régularité qui impose TikTok. Souvent quand on travaille en freelance, on nous demande aussi avoir des chiffres derrière ce qu'on fait. Et sur TikTok, si on n'a pas une certaine régularité ou un certain ton, on sent que le ton, du coup, les chiffres ne vont pas être là. Et c'est un peu compliqué aussi le côté TikTok. Voilà, je pense. Nous, on n'a pas TikTok au Frac Centre, par exemple. Et je ne pense pas qu'on va s'y lancer. Moi, du coup, un des freins, un des enjeux, ça reprend un peu ce que j'ai dit au tout début, mais ça a été à la fois de faire comprendre les enjeux de la communication à ma direction, mais aussi de le faire comprendre aux équipes. Parce qu'en fait, quand on est community manager, on va s'appuyer sur l'expertise de toutes les équipes, l'expertise de la médiation, de la collection, sur ce que font aussi tout le service production, du montage d'expo. Et voilà, moi, quand j'allais voir les régisseurs, les monteurs, et je leur disais « Ah, mais est-ce que je peux filmer un peu les coulisses et tout ? C'est sympa, les gens, ils aiment voir les coulisses, ils n'ont pas l'habitude de le voir. Vous voulez m'expliquer un peu votre métier ?» Ils ne comprenaient pas forcément pourquoi, ils trouvaient ça super bizarre, un peu intrusif aussi. Donc, il y a beaucoup de relationnel aussi à mettre en place avec les équipes. Et voilà, c'était pas un frein, du coup, mais un enjeu vraiment important. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai remarqué pendant le mémoire. J'ai interviewé Amélie pour mon mémoire des masters et on avait eu cette discussion. Même au niveau du bâtiment, quand le FRAC il a été conçu, elle est hyper loin des autres équipes. Alors que quand j'ai interviewé d'autres institutions, je pense à une fondation par exemple, les bureaux de la com et de la médiation étaient vraiment côte à côte pour permettre justement de travailler ensemble. Je me rappelle que j'avais remarqué ça pendant. Merci beaucoup. Une autre question ouverte. Les plateformes de streaming et les visites virtuelles ont remis en question l'importance du lieu. Pour vous, quelle place a le lieu, la structure culturelle en elle-même dans la consommation d'un produit culturel ? Très bonne question.
Le lieu, c'est quand même le cœur. Moi, je vais me répéter un petit peu, mais le but, c'est que les gens ils viennent nous voir, ils viennent rencontrer les médiateurs, ils viennent ressentir les œuvres, rencontrer les œuvres. Donc, pour moi, c'est vraiment le cœur. Et on essaye aussi, de temps en temps, sur les réseaux, de mettre en avant ce lieu. Parce que nous, au FRAC, on a une architecture assez surprenante, originale. Donc, on essaye de mettre le lieu en avant. Et puis, pour moi, tout est lié. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment la réponse que vous attendiez, si j'ai bien compris le terme de lieu physique, mais voilà. Du côté création de contenu, je pense que ça dépend vraiment du but du contenu en question. C'est-à-dire que parfois, quand on est invité à certains lieux, évidemment que le but, ça va coïncider avec ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai qu'à certains moments, quand on fait du contenu en mode qui vient de notre envie, peut-être que ça va juste être transmettre une certaine connaissance ou juste vouloir ouvrir une porte vers un artiste et pas vraiment focus sur un lieu. Et pourtant, il y a aussi du contenu et j'espère de la connaissance qui se transmet d'un côté à l'autre. Donc voilà, ça dépend vraiment du but de chaque contenu. De mon côté. Parce que tu vois, même moi, quand je crée des contenus un peu vulgaires, médiation avec le service des publics, mon but derrière, c'est quand même de faire venir. Il y a toujours ça, en fait, qui sous-tend, en fait. C'est la vision comme quoi. Merci. Et maintenant, on va parler un peu du Covid-19. Donc, quel impact a eu la crise de la Covid-19 dans votre travail de digitalisation ? Moi, j'ai été engagée au FRAC il y a 2 ans et demi. Donc, c'était un peu la fin du Covid, mais il y avait encore des petites vagues qui revenaient. Et je sais que quand je suis arrivée, ils faisaient beaucoup de vidéos avec les médiateurs en live, des lives très très courts où on pouvait interagir. Et on a eu du mal à remettre cette idée de faire des vidéos de vulgarisation. On a eu du mal à le remettre en route pour le service des publics parce que pour eux, le lieu réouvrait. Et donc, on n'avait plus besoin. Et voilà, il a encore fallu faire un peu de pédagogie, d'expliquer en quoi ça peut être intéressant d'avoir des petites capsules pour donner à voir, donner envie de venir et d'en savoir plus sur la collection. Donc, il y a eu ça. Et après aussi, la question, c'était l'impact du Covid, c'est ça ? Ok. Je crois que c'est l'une des principales choses, en fait. C'était de continuer, de réussir à continuer à faire du contenu, un peu de vulgarisation après le Covid. Moi, je ne travaillais pas encore à ce moment-là dans la com, mais c'est à cause, ou grâce au Covid que j'ai commencé. J'ai commencé à consommer, du coup, des créateurs de contenu culturel, à l'époque sur Instagram, majoritairement. Et donc, fin 2019, début 2020. Et c'est du coup à ce moment-là que je me suis dit, du coup, ça existe, j'ai envie de le faire. Et à partir de là, du coup, ma consommation d'art sur les réseaux, je dirais pas qu'elle a changé parce qu'elle n'existait pas avant, mais c'est grâce au Covid, en quelque sorte, que je suis là aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Avec l'arrivée du numérique, pour certains, on serait passé d'un processus top-down où les experts définissent la légitimité artistique à un processus bottom-up où les normes découlent des préférences du consommateur. Alors, 2 questions par rapport à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Et comment est-ce que le numérique a redéfini les normes culturelles finalement ? Moi, je ne sais pas si on est vraiment passé directement de l'un à l'autre. Moi, en tout cas, comment je travaille et comment je vois les choses, c'est de travailler ensemble, de travailler avec les experts et que moi, mes connaissances en communication marketing et mon objectif de faire venir du monde sur place coïncident avec ce que les experts, que ce soit à la médiation ou à la collection ou chargés d'exposition, en fait, ont aussi à donner. Donc, alors peut-être qu'on a diversifié les lieux de parole, mais en tout cas les acteurs qui prennent la parole sur la culture. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi parce que ça permet d'avoir plusieurs discours et de toucher peut-être aussi des personnes différentes. Donc, moi, je m'appuie là-dessus et je sais pas s'il y a vraiment... Mais si ça a été étudié, c'est que ça doit être comme ça. Mais en tout cas, moi, j'essaye de ne pas perdre ces experts aussi qui sont importants et qui représentent une grande partie de notre communauté aussi sur les réseaux sociaux. Donc, il faut continuer à travailler ensemble. Je ne sais pas si ça va répondre vraiment à la question, mais juste pour ajouter quelque chose, ça me semble aussi un peu logique
que les consommateurs d'art, pour le dire comme ça, ils dictent en quelque sorte ce qui se passe, parce que la plupart des structures culturelles ont dans leurs objectifs cette envie de diffusion et d'attirer un public plus large, de démocratisation, si on va, je sais pas, Malraux. Mais du coup, voilà, ça me paraît logique que ça arrive. Ok, merci. Que pensez-vous des nouveaux objets culturels tels que les NFT, les jeux vidéo? Est-ce qu'ils tendent à être intégrés dans ce qu'on appelle la culture classique, selon vous? Pour moi, ils y sont. Hein. Donc, pour moi, les jeux vidéo, c'est de l'art, c'est de la culture. C'est énorme. C'est énorme en narration, c'est énorme en graphisme. Pour moi, bien sûr, il faut que ce soit reconnu. Et j'aimerais bien qu'il y ait aussi plus de croisement entre culture, on va dire, peut-être classique, et jeux vidéo. Moi, je travaille pour une entreprise, justement, qui crée des jeux vidéo dans Fortnite, qui s'appelle Playnove. Et j'espère un jour que j'arriverai à toucher des institutions culturelles et qu'on fera des choses ensemble, parce que pour moi, c'est lié, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'espère que les liens ils vont être de plus en plus là, parce que actuellement, c'est vrai que c'est pas encore ça. Je sais que j'ai voulu tester. Tu sais, je suis très nulle en gaming, donc oui, je ne fais pas beaucoup de jeux sur ma chaîne Twitch, mais j'étais née quand même à trouver des liens et du coup, je me suis dit, je vais chercher des jeux créés par des musées ou d'autres institutions, et j'avais trouvé très peu. J'avais trouvé les Centres Pompidou, qui a un jeu qui s'appelle Prisme 7. J'avais trouvé un petit jeu style skate game mais digital du coin du musée de Beaux-Arts de Bordeaux, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils sont bien, mais ils sont trop simples et ils visent pas un public de notre âge, alors qu'on peut faire du gaming encore quand même. Donc c'est vraiment pour des adolescents ou des enfants de 9, 12 ans, je sais pas. Donc oui, et après j'ai découvert récemment des artistes qui utilisent le jeu vidéo comme médium, et voilà, donc ça c'est pour répondre à la question. Merci beaucoup. Une dernière question et après on va devoir s'arrêter. Alors la culture a toujours été mise sur un piédestal, pourtant aujourd'hui elle semble à portée de main. Quelle distance nous avons selon vous avec la culture aujourd'hui? Est-ce qu'elle est très accessible? Est-ce qu'elle est toujours sur un piédestal? Alors, oui et non. Voilà, comme ça je ne prie pas trop les pieds. En fait, je pense que la connaissance elle est là maintenant à la portée de tout le monde. Pour moi, le grand défi, c'est d'arriver à frapper à la porte de gens qui ne tapent pas art sur Google. Pour moi, c'est ça le grand défi. On a eu la discussion avec d'autres créatrices de contenu qui ont des projets très chouettes de assembler un certain nombre d'informations. Et je lui dis, c'est super. Maintenant, il faut trouver le moyen que ça aille vers les gens et pas attendre que les gens viennent au contenu. Pour moi, c'est le plus grand défi actuellement, mais effectivement, ça commence à descendre un petit peu, ce qui n'est pas mauvais. Hein. Elle gardera toujours la même importance, mais il faut que les gens qui ne baignent pas là-dedans depuis toujours, qu'ils arrivent à venir par eux-mêmes. Je pense que je vais te rejoindre là-dessus aussi. Pardon. Moi, j'arriverai pas à répondre à la question. Je pense que c'est propre à chacun, en fait, notre rapport à la culture, si on y a été intégré jeune ou pas. C'est très personnel. Mais je suis d'accord avec toi qu'un des enjeux aussi, c'est d'embarquer un maximum de personnes, en tout cas, et surtout ceux qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans un musée. Et on peut aller les chercher sur d'autres plateformes en créant des contenus totalement différents et qui leur parlent, en fait. Donc, il y a plein de choses à faire et on va y arriver. Oui. Amélie Benchalal, Yannette Ramirez, merci beaucoup pour votre temps et votre expertise. On espère vous revoir. Merci. Et on remercie Amélie et Yannette pour leur intervention. Merci d'avoir pris le temps d'être venus répondre à nos questions. Et merci Chloé et Jeanne pour les questions. Donc maintenant, si vous avez des questions toujours sur le chat, n'hésitez pas à nous les poser. On va rebondir et on va faire le premier focus. On va vous parler du coup de l'Opéra Garnier et de la production de JR. Voilà, c'est parti.
souvent, quand on me propose de travailler sur un monument, j'imagine tout avec mon atelier. Et là, je me suis dit, ok, on a un monument comme ça. Le 6 septembre 2023, le Palais Garnier est recouvert d'une œuvre de l'artiste français JR, intitulée L'entrée de la caverne. Sur la bâche qui recouvre les échafaudages de l'Opéra Garnier actuellement en travaux, on voit l'image d'une caverne s'ouvrant sur une perspective de roches et de lumière. JR fait référence au mythe de la caverne de Platon, un lieu dont la sortie permet l'accès à la connaissance et à la compréhension du monde. Pour cette œuvre, JR fait référence au grand décor scénique des opéras de Berlioz ou Wagner. On voit une ruine qui, d'après les propos de l'artiste, renvoie les monuments parisiens à leur propre fragilité, tandis que la représentation d'échafaudage est synonyme d'un ouvrage en permanente reconstruction. Tout comme un réel opéra, l'œuvre de JR Retour à la caverne est séparée en 2 actes. Lors du premier acte, l'entrée de la caverne, 4 projections gratuites et ouvertes à tous ont eu lieu. Sur la façade ont été projetées des œuvres telles qu'un extrait de la Traviata de Giuseppe Verdi, un extrait des Indes galantes de Rameau ou encore un extrait des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Le premier acte retrace les origines du ballet et de l'opéra en mélangeant l'architecture classique à une ouverture géologique. Depuis le 7 novembre, la façade du Palais Garnier est plongée dans le deuxième acte de l'œuvre, dans la caverne. Cette fois-ci, on ne voit plus l'entrée de la caverne, mais son intérieur. L'événement marquant de ce deuxième acte, c'est Chiroptera, signifiant main ailée. Un spectacle de danse chorégraphié par Damien Jallet, dans lequel une soliste, Amandine Albisson, danseuse étoile de l'Opéra National de Paris, et 153 autres danseurs et danseuses réalisent une performance. C'est d'abord l'ombre d'Amandine qui est projetée sur les rideaux recouvrant le palais. Lorsqu'il tombe, on voit les danseurs placés sur chaque échafaudage, donnant l'impression d'une grille en mouvement. Ce deuxième acte invite à remonter le temps dans le spectacle. L'obscurité et l'ombre laissent ensuite place à la lumière et éclairent le spectateur. Alors on espère que cette vidéo vous a plu et comme vous tous, j'imagine qu'on aurait tous adoré regarder le spectacle de JR qui avait l'air incroyable. Et merci Nicolas pour ce focus. Chargé d'édition et de communication numérique à la Philharmonie de Paris, vrai passionné de la culture et du digital, Maxime Gutfreud a accepté de répondre à nos questions. On vous laisse regarder. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Comme vous l'avez compris, c'est dans le cadre de notre journée d'études autour de la digitalisation des pratiques culturelles. On a vu votre profil, on a trouvé ça hyper intéressant de vous poser quelques questions. Pour vous présenter, vous êtes chargé d'édition et de communication numérique à la Philharmonie de Paris. Plus tôt, vous étiez cofondateur et rédacteur pour le blog musical Listen Up. Et aussi, vous avez écrit et enregistré Les Voix du Stade, podcast qui décrypte l'histoire musicale des chants des supporters durant l'Euro 2020 à travers 4 épisodes. Et plus récemment, vous avez mené des interviews dans le cadre d'expositions diffusées sur la chaîne YouTube de la Philharmonie, comme Zidane, un portrait du XXIe siècle, ou encore Fela, Annie Lapo, Kuti, Rébellion Afrobeat. Et ces derniers font donc un peu écho au phénomène de la digitalisation. Donc vous travaillez à la Philharmonie, un de vos rôles est de promouvoir les activités de celle-ci, donc les concerts, les expositions, etc., au travers de la communication numérique. Et quelle est finalement votre opinion sur la digitalisation des pratiques culturelles ? Alors, vaste question. A priori, d'ailleurs, un peu en présentant la question, vous en parlez déjà un peu, mais pour moi, on distingue un peu trois formes, voire 4 dans la digitalisation. Il y a tout d'abord juste celle de la communication, de la publicité, c'est-à-dire qu'on fait de la pub, de l'affichage ou autre, un teaser via les réseaux sociaux, via les sites internet.
Après, on a des contenus qui sont plus de médiation peut-être culturelle ou de production culturelle pure en ligne, comme par exemple le podcast Les Voix du Stade. C'était pas spécialement pour promouvoir des activités de la Philharmonie, c'était puisque en fait une des missions de la Philharmonie, c'est aussi de partager, de créer ou surtout partager des savoirs sur la musique au sens très large. Et donc ça prend beaucoup de formes différentes. Et ça, c'en était une. Une autre, c'est pas une série que j'ai du tout, moi-même réalisée, mais pour laquelle j'ai coordonné la production pour la Philharmonie, qui était la série Chef-Feu, qui est disponible sur YouTube et qui décortique un peu et qui démystifie le métier de chef d'orchestre, qui est souvent méconnu du grand public. Et à travers la figure d'une chef femme, puisqu'il y a très peu de chefs femmes en France et dans le monde d'ailleurs. Donc voilà, on a ces contenus-là qui seraient peut-être le deuxième format. Le troisième, ça serait, ou des expériences aussi digitales complètes ou interactives, on va dire. Et les troisièmes qui sont, les plus intéressantes, je sais pas, mais en tout cas, qui sont très intéressantes, c'est une forme hybride, on va dire, entre le in situ, l'offre culturelle in situ et l'offre en ligne. Okay. Ça, on l'a fait par exemple pour notre exposition Basquiat, puisqu'il y avait en gros une playlist. La playlist de l'exposition, on en entend des bribes dans l'exposition, mais elle est affichée à la fin de l'exposition en mode grosse tracklist et elle est disponible sur toutes les plateformes. Okay. Voilà, c'est pas un truc très compliqué, mais c'est des mécanismes qui sont intéressants pour faire le lien entre ce qui se passe dans l'exposition et sa promotion en ligne et sa vie en ligne. Il y avait le cas aussi avec des podcasts sur une précédente exposition qui était Expo Musique Animale, où il y avait notamment au cœur de l'exposition deux podcasts en écoute et la totalité du podcast était disponible en ligne. Okay. Voilà, donc mon opinion, c'est que c'est incontournable, je pense, aujourd'hui, ou presque incontournable en tout cas. Ok. Et est-ce que vous avez des inspirations? Vous puisez des inspirations quelque part? On a pensé au musée du Louvre ou à un autre musée en particulier? Ou vous regardez un peu sur Internet ou... Oui, je pense que beaucoup... j'imagine que mes collègues font beaucoup ça aussi dans les autres institutions. Forcément, on regarde un peu tout ce qu'on fait. Après, moi, personnellement, je m'occupe surtout de la partie musique actuelle. Okay. Et du coup, je suis un peu moins sur le musée. C'est un de mes collègues qui fait ça. Okay. Donc moi, mes inspirations, c'est aussi beaucoup ce que font des médias en ligne, des radios. En France, ça peut être des radios, par exemple, ou la presse en ligne. À l'international, ça peut être, je sais pas, Pitchfork, NPR, KXP, plein de médias. Et regarder ce qu'ils font sur les réseaux sociaux ou ailleurs, les choses qu'ils proposent. Ok. Et dans quelle mesure cette digitalisation elle va impacter votre métier La digitalisation, c'est mon métier, entre guillemets. Je veux dire, avant le digital, mon métier n'existait pas, puisque c'est... Vous avez fait de la rédaction à la fois de l'édition. Moi, j'ai commencé quasiment à travailler sur ce job-là, mais... oui, sinon, j'imagine que si j'étais né 20 ans plus tôt, j'aurais fait plutôt de la presse écrite ou de la radio ou de la télé, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il impacte par essence, parce que c'est ça, il n'y aurait pas d'équipe digitale s'il n'y avait pas cette digitalisation. Après, l'idée, c'est que c'est aussi c'est quand même croissant, on va dire, et donc forcément, il y a des besoins. On demande aussi de produire plus de choses ou des choses plus ambitieuses parfois en termes de vidéos, etc., qui demandent plus de temps ou plus de moyens. Donc c'est aussi avoir plus de personnes dans l'équipe, par exemple. Et justement, est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à ça? Vous parlez de plus de temps, plus de personnes et plus de contraintes peut-être? Ça dépend, oui. Il faut forcément trier quand on est dans une institution comme la Philharmonie, qui a vraiment énormément de concerts, d'ateliers, d'activités. On peut malheureusement pas tout traiter, pas tout mettre en valeur, donc on est obligé de prioriser certaines choses, d'en délaisser certaines. Mais l'idée, c'est de réussir à faire un peu la synthèse avec tout ça, ce qui n'est pas toujours facile, mais ce qui est quand même super intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de ces structures-là, qui se digitalisent de plus en plus? Vous connaissez très bien, mais pour les autres? C'est sûr que c'est un enjeu. Après, l'objet central de la Philharmonie et d'autres institutions similaires, on va dire, ça reste d'accueillir du public et de proposer des choses
en vrai. Donc après, la digitalisation est un énorme intérêt pour toucher des pays, des personnes qui sont éloignées, que ce soit géographiquement ou même qui ont des difficultés à se déplacer. Donc pour ça, je pense que ça va continuer à se développer. Après, ça reste les enjeux, c'est aussi l'inflation, la réduction des coûts qui font que les budgets sont serrés pour tout, et y compris aussi pour ça. Donc, et est-ce que ça impacte l'économie de l'entreprise? C'est très bien parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, mais en même temps, on paye pas, par exemple, pour des spectacles, les acteurs. Du coup, on peut regarder sur Netflix ou sur YouTube, je sais pas, des stand-up, des spectacles, machin. Là, en l'occurrence, c'est des expositions ou autre. Est-ce que vous avez déjà pensé, par exemple, à des plateformes payantes ou un but lucratif? En réflexion, ça a été pratiqué plutôt pour des fins de mécénat. En fait, pour notamment un gala. Après, on a déjà une plateforme, on est présent sur YouTube, mais on propose certains de nos concerts gratuitement en vidéo. Pour une durée limitée à chaque fois, mais en gros, il y a une 60aine de concerts qui sont toujours disponibles en intégralité sur notre plateforme qui s'appelle Philharmonie. Forcément, la réflexion d'un abonnement est déjà arrivée, mais pour l'instant, c'est pas forcément envisagé, en tout cas de manière concrète, surtout quand on travaille avec. En fait, c'est une plateforme qui existe parce qu'on a aussi des partenaires avec qui on fait ces captations. Ces partenaires qui sont Arte, il y en a beaucoup, hein, mais bon, si je me lance pour les citer, je vais en oublier, mais Mezzo, Arte Concert, France TV, Culture Box, Medici. Et en fait, donc il y en a qui proposent des choses en abonnement, mais typiquement Arte Concert et Culture Box, c'est gratuit. Donc, notre offre pourrait pas être payante si c'est disponible gratuitement à côté, en fait. Est-ce que vous remarquez une différence de public entre les personnes en virtuel et en présentiel? Ça, c'est très dur de dire. Il y a une partie du public qui est le même, et après, il y a forcément du public qu'on touche aussi en ligne. C'est plus au niveau de l'âge, peut-être? Par ailleurs. Peut-être au niveau de l'âge. On a tout un penchant de professionnels, de public scolaire qui est en région et qui vient sans doute peu à la Philharmonie, et donc forcément ça c'est un peu différent. Après il y a l'international. Alors il y a une époque où typiquement les concerts, les Facebook Live marchaient très très bien, et où on ne se l'expliquait pas forcément, mais il y avait toujours des gens au Canada, en Amérique du Sud, au Japon ou ailleurs qui nous suivaient. Bon, c'est moins le cas maintenant que Facebook est en perte de vitesse, mais oui, il y a quand même du coup typiquement avec la vidéo dont vous parliez pour Fela, elle a été repartagée donc c'était fait avec. Elle a été hyper bien faite d'ailleurs, j'ai regardé. Merci. Mais du coup, vu que les artistes l'ont partagée, qui sont des artistes nigérians, forcément la vidéo elle a été aussi vue au Nigeria, donc ça c'est un pays qu'on n'a pas vu à la Philharmonie, donc oui, ça a un super. Pour le rayonnement international, forcément le digital est un outil très important. On a suivi plutôt les expositions diffusées sur YouTube. Est-ce que vous avez pour projet une mise en place à part entière d'une visite virtuelle ou, je sais pas, une digitalisation vraiment complète consacrée Alors ça, c'est possible. Alors ça, on est plutôt les équipes du musée de la musique qui conduisent ces réflexions. Ça a été le cas, notamment pendant la période Covid, confinement. Où on proposait une sorte de visite. Après, il y a toujours aussi notre idée, c'est c'est pas le cas en ce moment avec Zidane, mais la plupart des expositions qu'on fait, on les produit nous-mêmes, et ensuite on essaye de les vendre ailleurs, ou en tout cas de les faire voyager. Donc il y a déjà cet enjeu même dans cette optique de démarchage, de déjà la proposer en visite virtuelle, ou en tout cas filmée. Après, à plus grande échelle, peut-être. Honnêtement, je ne saurais pas répondre exactement. Merci beaucoup. Vous avez répondu à toutes mes questions. Nous, quand on est allé voir comme je vous disais tout à l'heure, on est allé un peu voir des personnes, voir leur avis. Et c'est un peu ambivalent. Il y en a qui disent que c'est très bien et qu'il faut vivre selon notre époque et que c'est super bien, qu'on habite loin surtout et qu'on n'est pas à côté de Paris. Et puis il y en a d'autres qui disent que ça se complète, mais c'est irremplaçable et c'est pas comparable. Voilà, c'est pas la même expérience en tout cas. Donc les avis divergent complètement, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur ça. Oui, l'idée, pour moi en tout cas, c'est un outil, et le but c'est jamais. Typiquement les concerts virtuels, tout ça, c'est des choses avec lesquelles on regarde ça avec pas mal
de distance, je sais pas, mais en tout cas un certain scepticisme, parce que rien remplace. Typiquement, notre salle, elle sonne pour du symphonique, sans amplification. Il y a quelque chose, si vous n'êtes pas là, vous pouvez pas avoir la vraie expérience. Exactement, ouais. Et puis il y a cette chose de ce qu'on aime, c'est aussi retrouver les gens, se rassembler. Donc pour moi, il faut pas les opposer, mais l'un peut se nourrir de l'autre, et c'est intéressant qu'on trouve une extension de l'un dans l'autre aussi. Oui, donc vous êtes d'accord avec l'idée que ça se complète. Je suis d'accord que c'est irremplaçable. Pour moi, oui, c'est irremplaçable aussi. Je suis d'accord avec cette idée. Ok. Merci beaucoup, Maxime. C'était un plaisir. Alors merci Linda, merci Maxime Goetrude pour cette interview. On va poursuivre et... À présent, nous allons vous diffuser le micro-trottoir que nous avons fait. On est parti à la rencontre de personnes qui nous ont donné leur avis sur la question. C'est parti. Et vous pouvez toujours donner votre avis sur le chat. Laissez-nous des petits commentaires. N'hésitez pas à poser plein de questions. On répondra à tout à la fin du live. Ça nous intéresse, votre avis. Après, on aura un focus très intéressant sur le musée de Louvre. Ouais. Fait par Antoine. Voilà. On espère que ça va vous plaire. Donc restez jusqu'à la fin si vous souhaitez... Il y aura d'autres sujets intéressants. C'est parti. Salut à tous. On va faire un micro-trottoir sur la digitalisation des pratiques culturelles. Suivez-moi. Bonjour. J'avoue, j'ai bien imaginé possible. J'avais pensé à ça. D'un côté, je trouve ça très bien. De l'autre, mon métier, c'est d'être sculpteur. Je taille la matière. Je trouve que c'est un petit peu antagoniste, même s'il y a des sculptures en 3D qui sont magnifiques. Je trouve que ça désincarne les œuvres, donc je ne suis pas du tout favorable à cette approche, pour moi en tout cas. Pour moi, c'est un petit peu appauvrir le travail de la matière. Oui, je peux vous dire que par exemple, j'ai découvert le Louvre dans mon canapé chez moi et j'avais été sensibilisé par cette vidéo, enfin cette expérience à distance pour la visite du Louvre qui permet d'accéder à tout moment quand on a un peu de temps chez soi. Pendant le confinement que ça pouvait être intéressant, mais voilà, je préfère aller voir les œuvres de visu. L'avantage c'est de choisir son moment, alors qu'une visite en présentiel c'est à date fixe, à heure fixe, et je trouve que les musées se remplissent de façon démentielle. Par exemple, je sors de Van Gogh, il y avait trop de monde. Je suis candidat de plus en plus à ces visites virtuelles. J'ai vu par la notice sur Netflix. La spectacle de Thomas Endigiol. C'était chouette. Je préfère le contact. Moi, je trouvais ça plutôt bien. Je trouve que c'est une bonne manière de regarder quelque chose d'assez drôle de chez soi, quoi. J'aime bien le fait de sortir, se rendre sur le lieu. Quand je regarde un film, je préfère aller au cinéma par exemple. J'aime bien la démarche dans l'univers. C'est assez pratique parce que parfois, quand on habite en banlieue parisienne, parfois c'est un peu compliqué de se déplacer à l'opéra, tout ça. Merci à Auguste et tous les garçons. Donc maintenant on va passer au focus tant attendu, celui de Antoine sur les dispositifs numériques au Louvre. C'est parti. C'est parti. Alors comme je vous disais, n'hésitez pas à donner vos avis, poser vos questions, ça nous intéresse. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez d'autres idées de sujets également que vous aimeriez qu'on traite, proposez-nous dans le chat, il n'y a aucun problème. L'évolution des structures numériques du musée du Louvre témoigne d'une adaptation constante aux avancées technologiques, formant l'expérience muséale et offrant de nouvelles perspectives aux visiteurs du monde entier. Au fil des ans, le Louvre a progressivement embrassé les outils numériques pour enrichir la compréhension de ses collections. Dans les premières étapes de cette transformation, des guides audio ont été introduits, permettant aux visiteurs d'explorer les expositions à leur propre rythme tout en recevant des informations détaillées sur les œuvres. Cependant, avec l'évolution rapide de la technologie, le musée a élargi son utilisation du numérique pour créer une expérience encore plus immersive. Le Louvre est notamment le premier musée de France à avoir mis au point des visites virtuelles en 3D. Les amateurs d'art du monde entier peuvent désormais explorer les galeries du Louvre, d'où qu'ils soient, grâce à des reproductions numériques hautement détaillées. Cette initiative a non seulement élargi l'accessibilité du musée, mais elle a également
permis aux visiteurs de découvrir des détails souvent négligés lors des visites physiques. Dernièrement, le Louvre a intégré des dispositifs de réalité augmentée dans certaines de ses expositions, majoritairement des hologrammes et des projections numériques, ajoutant une touche moderne et captivante tout en approfondissant la compréhension des contextes historiques et artistiques. Le Louvre, très en pointe sur la technologie, a mis en place une application mobile hautement sophistiquée. Les visiteurs peuvent désormais accéder à des informations en temps réel sur les œuvres, obtenir des itinéraires personnalisés en fonction de leurs préférences artistiques, et même participer à des activités interactives. Ces applications ont transformé la visite du musée en une expérience personnalisée et éducative. La présence accrue sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux a encore plus consolidé la visibilité du Louvre. Des collaborations avec des experts en médias sociaux, des artistes numériques et des créateurs de contenu ont permis de dynamiser la présence en ligne du musée, attirant un public plus vaste et diversifié. L'évolution des structures numériques du musée du Louvre illustre ainsi une transition réussie vers une approche plus interactive et accessible de l'art. En combinant l'héritage culturel avec les possibilités offertes par la technologie, le Louvre continue de s'assurer que son riche patrimoine artistique reste vivant et inspirant pour les générations présentes et futures. Merci beaucoup Antoine pour ce focus. Et on vous en présente un autre sur le théâtre en visio. En espérant que ça va vous plaire et que vous avez des questions aussi sur ce sujet, il ne faut pas hésiter à les poser comme je vous disais dans le chat. On va vous répondre, on va prendre le temps de répondre à chacune de vos questions. Dites-nous si ça vous plaît, dites-nous s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses qu'on doit changer. N'hésitez pas, toute critique et toute est bonne à prendre dans la mesure du respect. Voilà, ne soyez pas Aujourd'hui, timide, et dans le cadre du projet Monavision, nous allons faire un focus sur le théâtre virtuel et interactif. Durant la période de la crise sanitaire, nous avons assisté à une explosion de l'activité numérique dans le domaine de la culture, donnant ainsi lieu à de nouvelles expérimentations théâtrales. En effet, de nouvelles pratiques telles que le théâtre virtuel et interactif ont émergé, nous posant alors la question « Qu'est-ce que le théâtre numérique ?» Cette pratique ne consiste pas simplement en une pièce de théâtre filmée pour être vue à travers l'écran d'un ordinateur. Cette manière de faire théâtre présente une conception bien différente du théâtre classique. Perçu par de nombreuses personnes comme un processus de remplacement, le théâtre virtuel sous toutes ses formes se présente comme un prolongement. Tout d'abord, il rend le théâtre accessible à tous. Par exemple, on a pu voir la création d'une web télé par la Comédie Française intitulée La Comédie continue. Éric Ruff, l'administrateur général et comédien, nous parle d'une ambition forte de pouvoir, s'adresser à tous les publics. Mais l'accessibilité n'est pas le seul atout du théâtre virtuel. Il y a également des expériences bien différentes. Depuis plusieurs mois, le théâtre du Châtelet réalise des spectacles 3D en réalité virtuelle avec une conception très spécifique tournée vers l'expérience individuelle plus immersive. Frédéric Vernel, administrateur général du Châtelet, parle d'une démarche qui a la volonté d'inscrire le spectacle dans une prolongation assez naturelle qui utilise les nouvelles technologies, les codes que les plus jeunes et les moins jeunes maintenant utilisent permettant de fabriquer des émotions tout à fait spectaculaires sans forcément être au milieu des autres dans une salle de spectacle. Enfin, on a assisté au développement du théâtre interactif avec des pièces de théâtre en live sur les réseaux sociaux. Comme par exemple le spectacle Deux Sœurs qui était en live sur Instagram. L'auteur dit avoir utilisé les réseaux sociaux afin que le public puisse participer, notamment en influant sur l'histoire grâce aux réponses du public à un sondage en story. Avec le théâtre virtuel et interactif, on comprend qu'il existe des manières bien différentes de faire théâtre, et qu'il se doit donc d'être dit que toute œuvre ne peut pas être. Et voilà, on arrive à la fin de notre live. On va passer à présent aux questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a noté quelques-unes des questions dans le chat. On invite Jeanne, Chloé et Léopoldine à venir se joindre à nous pour y répondre. Vous pouvez vous asseoir.
Merci beaucoup. Alors la première question auquel on va répondre, ça va être est-ce que le Covid a modifié vos pratiques culturelles ? Je t'invite à commencer, Nadine, si tu réponds. Comme tout le monde, oui, ça a changé mes pratiques culturelles pendant le temps du Covid, mais ça ne m'a pas fait changer d'avis sur le long terme, étant donné que j'aime toujours aller dans les musées, j'aime toujours être dans la salle de théâtre, parce que je trouve que c'est ce qui me convient le mieux en tout cas. Et pareil pour le cinéma. Et toi, Léopoldine ? Moi, je pense que ça a changé ma manière d'accéder au musée, d'accéder à tout ça, parce que je ne réalisais pas à quel point c'était important et à quel point c'était agréable d'aller au musée. Et j'y vais beaucoup plus, parce qu'avoir été empêchée, ça m'a permis vraiment d'y aller et du coup de me rendre beaucoup plus en présentiel, même si pour les stand-up, voilà. Pour les stand-up, je le regarde beaucoup plus sur les plateformes plutôt que d'aller les voir en vrai. Oui, moi je pense que ça a fait un peu le même effet au niveau du cinéma. Je pense que je vais beaucoup plus au cinéma depuis le Covid et je me suis rendu compte que, en tout cas, l'expérience de la salle de cinéma c'était important et que les plateformes numériques ça suffisait pas. Je vous rejoins, je pense que ça m'a fait prendre en compte l'importance et le plaisir que j'éprouvais à aller sur les lieux et à rencontrer des personnes et à pouvoir en discuter après quand je vais au musée ou voilà. Le cinéma, c'est vrai que j'y vais beaucoup plus depuis la crise du Covid parce que regarder un film chez soi sur son canapé, c'est pas pareil que ressentir les émotions qui sont dans la salle à l'instant T. Et c'est vrai que les stand-up, pour le coup, je les regarde quasiment uniquement sur mon ordinateur, en distanciel. Je dirais pas que ça a modifié énormément mes pratiques, mais ça m'a plus fait me rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir aller sur place pour assister à des événements culturels. Et moi, c'est un petit peu comme les filles. Moi, j'ai quand même une préférence pour le présentiel, vraiment ressentir l'expérience. Mais c'est vrai que le Covid, ça m'a encouragée à regarder un petit peu plus sur les plateformes numériques. Ce qui est très très bien aussi, mais je préfère le présentiel de loin. Alors, je vais prendre l'autre micro. Alors, on a une autre question, c'est l'accès à la culture numérique permet-il d'attirer plus de gens ou au contraire, est-ce qu'on va avoir une disparition de la culture numérique en présentiel en fait, enfin de la culture pardon en présentiel. Léopoldine, je te laisse commencer. Je pense pas qu'on puisse oublier vraiment le présentiel parce qu'en fait c'est quand même une grande partie de la culture, c'est vraiment de le voir et je pense que ça transmet plus de choses qu'en numérique. Après c'est vrai que le numérique permet vraiment d'avoir une visibilité qui est quand même beaucoup plus importante et qui est vraiment primordiale dans la culture pour les musées, pour les événements comme ça. Moi je pense que ça donne aussi accès peut-être à un plus grand public et un public plus inclusif. Par exemple pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer, de pouvoir suivre une visite d'un musée en virtuel, ça permet d'inclure d'autres personnes. Donc je trouve non, au contraire que ça élargit un petit peu le public. Je te rejoins totalement Chloé sur ce point-là. C'est vrai que je pense que pendant le Covid, on s'est tous pas mal ennuyés et ça a dû peut-être attirer des gens qui n'allaient pas forcément vers ce genre de culture comme les visites de musées, et avec la curiosité et l'ennui, ça a dû regrouper plus peut-être de public autour de ces événements culturels. Donc non, moi je pense que c'est une nouvelle ouverture pour le milieu de la culture et que ça peut être très intéressant de poursuivre cette voie tout en gardant évidemment le présentiel pour ceux qui se réjouissent de ça. Et moi je pense pareil que les filles, pour moi ça se complète, les deux sont très complémentaires. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et qu'aujourd'hui c'est ce qui fonctionne super bien et le présentiel est forcément ne pourra jamais être supprimé, mais le numérique sert beaucoup aussi et je trouve que c'est une d'excellente avancée qui nous aide beaucoup nous toutes. Alors on a une nouvelle question qui vient d'arriver, je pense que ça sera sûrement la dernière. C'est plus une affirmation qu'une question d'ailleurs, mais on va pouvoir rebondir. Aller au musée coûte cher, donc est-ce que ça ne permet pas un accès à la culture pour tous ? Qui veut commencer ? Alors, c'est vrai qu'aller au musée, ça peut coûter cher, mais en tout cas, à nos âges, on a quand même la chance, surtout pour les moins de 26 ans, d'avoir des réductions qui sont importantes.
Et du coup, on peut se permettre parfois d'y aller, mais je pense qu'avoir les deux, ça nous permet en fait de faire les deux et de pouvoir voir en distanciel et en présentiel. Et ça peut nous permettre de continuer, même sans aller au musée, à s'instruire et à apprendre des choses, je pense. Je pense aussi que, déjà au niveau de l'État, il y a certaines mesures qui sont mises en place. Il y a des musées qui sont gratuits, il y a le pass culture, mais je pense que ça suffit pas en fait de juste réduire les coûts d'entrée des musées ou mettre en place un pass culture. Je pense que l'alternative numérique, elle est vraiment intéressante pour les personnes qui peuvent pas se permettre une visite au musée très régulière. Et donc oui, je pense qu'en fait c'est complémentaire, que le numérique un peu complète les aides de l'État, on va dire, et voilà. Je pense que c'est bon. On a une dernière question, mais je crois qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour une dernière question. Vous me dites ? Non. Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce live. On espère que ça vous a plu. Merci à tous. On revient.